Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle lecture de sciences sociales sur En toute puissance. On est à la page 397, on avance petit à petit, doucement mais sûrement. On est sur la suite de transmuter la honte, on est sur la suite de la partie sur la honte et plus précisément sur la sous-partie transmuter la honte en culpabilité. Comme d'habitude, que ce soit en commentaire ou dans le chat, n'hésitez pas à poser une question, à demander un éclaircissement, à partager quelque chose, et puis on est parti. Les chercheurs notent au contraire de la culpabilité, la culpabilité en tant qu'émotion connectée à la tristesse et au regret, est plus susceptible d'être associée à la compassion, car cela implique une sensibilité à la souffrance de l'autre, d'une manière qui ne fait pas honte. Elle est davantage liée au sentiment de responsabilité, d'évitement des méfaits. Ainsi, faudrait-il transmuter la honte en culpabilité. La culpabilité peut être également plombante, obscurcir les possibilités d'action altruiste. On peut aussi se sentir coupable de façon irrationnelle, alors qu'on n'a pas commis de faute particulière. Dans le cas d'une forte internalité, par exemple, où on a la tendance à se blâmer soi-même de fautes qui sont pourtant dues à des causes extérieures indépendantes de notre volonté. L'idée serait d'intégrer cette analyse de culpabilité dans un cadre d'autocompassion, afin d'éviter les analyses irrationnelles, la haine de soi, et d'orienter vers les possibilités de réparation, de pardon, de soins, d'altruisme, ou d'amélioration des situations, pour les autres comme pour soi-même. Donc là, on revient évidemment sur l'idée que la honte, toujours, n'est pas forcément quelque chose qui va être particulièrement bénéfique, bien au contraire. Ça va être souvent issu notamment de causes qui ont été rendues internes. C'est ce qui est dit notamment ici, dans le cas d'une forte internalité. C'est dans le sens où en fait, ce qui va faire la honte vient en fait de l'extérieur. Va venir notamment des groupes sociaux, va venir de vos parents, va venir de vos amis, va venir de la société en général, et qui va vous faire ressentir de la honte pour quelque chose, que ce soit votre état, que ce soit votre état de santé, votre état mental, votre envie de aimer ou telle chose, et ainsi de suite. Et donc du coup, vraiment, on est dans l'idée que avec ça, la honte n'étant pas particulièrement bénéfique, il faut essayer en fait, si on y arrive bien sûr, de en faire quelque chose. Et pour en faire quelque chose, se pose la question de est-ce que c'est pas intéressant d'essayer de la transformer plutôt en culpabilité. Pourquoi ? Parce que la culpabilité va pouvoir nous motiver. Va pouvoir nous motiver à pouvoir faire autre chose. Par exemple, en étant dans une situation de culpabilité, potentiellement, c'est la question en tout cas qui se pose là, comme on est plus relié sur le sentiment regret, sur la tristesse, ce genre de choses, alors on peut se dire, du coup, on va pouvoir peut-être être poussé à mettre en place quelque chose, à mettre en place une action, une manière de penser pour essayer de réduire cette culpabilité et donc ces sentiments de tristesse, de regret. On est de l'ordre de la question. On verra un peu plus tard si vraiment c'est une bonne chose. Personnellement, de mon propre point de vue, je ne suis pas sûr que ce soit fondamentalement super intéressant. Parce que la culpabilité, comme c'est dit dans le texte, ça peut être plombant. Ça peut être vraiment plombant, ça peut vraiment vous mettre un gros coup d'arrêt. Et je connais beaucoup de gens qui sont dans une situation où ils se sentent coupables. Ils ont bien sûr la honte à la base, mais ils ont aussi la culpabilité, qui fait qu'ils se retrouvent dans une situation où finalement, ils agissent pas. Ils agissent pas parce qu'ils se sentent coupables, et donc du coup ils préfèrent se mettre en retrait et ne pas faire grand chose. Et c'est pas forcément très motivant du coup, c'est pas forcément très bon. En plus de ça, avec la culpabilité, vous avez pas mal de ressorts qui peuvent être utilisés par des groupuscules ou des personnes qui sont discutables, notamment tous les gens d'extrême droite, par exemple, ont tendance à utiliser un petit peu la culpabilisation. Et ça, je trouve que c'est pas forcément officine. Ça me fait penser à tous les note all de quoi j'ai pas suivi, c'est rond. Ça te fait penser à tous les note all. La culpabilité ou la honte, ou le fait de transformer la honte en culpabilité. J'ai pas suivi. Je suis désolé, j'ai pas fait le lien, j'ai pas compris. Je continue en attendant que tu répondes. L'autoritarisme de droite, un facteur anti-compassion ethnocentrique qui peut être augmenté par l'extérieur.
De ressentir la honte et ou la culpabilité, mais de pas la mettre en contexte pour la positivité et être dans la réactance. Ah oui, complètement, mais complètement. C'est typiquement ça aussi, effectivement, auquel je pense quand je vous dis que je vois des gens et que je connais des gens qui sont dans des situations justement de culpabilité et qui font rien, mais qui pour autant vont avoir effectivement des discours qui peuvent ressembler au note all, du bah oui, oui, je suis responsable, mais écoute, c'est comme ça, un peu avec ce côté la fatalité en fait. Souvent, je vois des gens qui sont en situation de culpabilité et qui en fait vont utiliser la nature humaine. Vous savez, cette fameuse nature humaine qui permet de dire beaucoup de choses sans finalement être étayé par grand chose. Mais bon, je connais beaucoup de gens qui vont avoir effectivement ce genre de retour-là, de dire oui, non, mais écoute, quand même, bah en gros, je suis comme ça, donc c'est comme ça. Alors oui, c'est ma faute, oui, je suis oppressif et tout, mais j'y peux rien. Et du coup, tu fais bon, ok, tu sens la culpabilité, c'est bien. C'est peut-être que tu peux passer à autre chose. Non, non, ah bon bah ok, soit. Donc c'est pour ça que je suis pas forcément ok. Boys will be boys, c'est un peu ça, c'est un peu beaucoup ça quoi. Il y a vraiment des gens où tu vois ce genre de propos et t'es là et tu fais mais non. Déjà, déjà, le fait est que le genre est une construction sociale. Et vraiment, t'as des gens qui restent bloqués sur oui, mais si t'as un pénis, c'est que t'es un garçon. Si t'as un vagin, c'est que t'es une femme. Point. Et tu fais oula, ça va, déjà, ça va être compliqué. Déjà, on a du travail à parler. On va échanger des trucs. Donc, oui, non, clairement, la nature humaine, tout ça, ça me. Je suis pas très en accord avec ça. Et coucou Dark, j'espère que tu vas bien ce matin, que tu te portes bien. On est en pleine lecture de sciences sociales et on est plus particulièrement sur la honte et que faire avec la honte quand on ressent de la honte. Est-ce qu'il est pertinent par exemple de le transformer en culpabilité pour essayer d'en faire autre chose? J'espère que tu vas bien Dark, que tu te portes bien. Et je continue. Le haut score en autoritarisme de droite mesure certes une attitude idéologique personnelle d'un individu, qui est en lien avec d'autres dispositions plus profondes. Ils ont des traits de personnalité comme une basse ouverture à l'expérience, une conscienciosité élevée, une basse agréabilité, des problèmes à résoudre des questions de raisonnement logique, mais qui est modelé par les environnements sociaux. Altmaier rapporte que ces hauts scores vivent souvent dans des communautés idéologiques fermées, qui connaissent très peu d'autres groupes de personnes ou leurs idées. Le RWA corrèle aussi fortement avec un fondamentalisme religieux. Les situations et contextes ont un pouvoir sur le fait d'élever à la fois ce score chez l'individu comme de le baisser. Par exemple, Altermeyer a pu voir qu'un parcours universitaire baissait les scores du RWA, notamment parce que l'université est un contexte à la population variée, les étudiants provenant de divers milieux, vivant des expériences communes. Et encore c'est discutable. Mais je viendrai après avoir fini le texte. Altmaier dit, en plaisantant, que ce sont plus les expériences dans les dortoirs que dans les cours qui ont eu cet effet positif. Et je pense que c'est pas entièrement faux en vrai. De même, une expérience en France sur les policiers montre que leur RWA augmente lorsqu'ils sont confrontés à des situations d'infériorité numérique. Donc, quand ils sont plongés dans un climat de menace. On a vu que les actes conformistes ont pour cause première des hontes, tant personnelles que suscitées par les environnements sociaux. Ici, la cause première serait la peur, tant personnelle que suscitée par les environnements sociaux, qui causerait par rebond une plus forte adhésion à des politiques autoritaires agressives envers des exogroupes, qui leur font peur ou qu'ils estiment comme des menaces, qui augmentent le conventionnalisme parce qu'ils ont peur. Ils préfèrent que tout reste pareil, ou comme avant, parce que l'évolution et les changements ont toujours une part d'incertitude, et la soumission à l'autorité, parce que cela leur offre un sentiment de sécurité, par peur des conséquences possibles de l'insoumission, etc. J'ai récupéré ma fibre hier. Ah, c'est bien. 5 jours. Après 5 jours où j'avais une 4G très moisie. Effectivement, c'est un peu nul. Et coucou Lucario, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien aujourd'hui. Vendredi dernier, mon disque dur m'a lâché. J'ai dû me faire changer et donc tout retélécharger. Oh, mais quel enfer. Mais quel enfer. Ça fait mal. Hein. Moi, il y a quelques temps. Alors, bon, maintenant, ça doit remonter à déjà 6 mois, 1 an. Maintenant. Ouais, ça doit bien déjà faire au moins 6 mois, 1 an. J'ai mon disque dur qui contenait toutes mes données personnelles, toutes mes photos et compagnie qui a lâché et qui est mort. J'ai tenté de voir si on pouvait récupérer les données et vraiment non, rien à faire, c'est foutu. Et du coup j'ai perdu quelque chose comme 15 ans de photos et de trucs personnels en fait. Et du coup t'es là et tu fais bah niquez-vous. Deg. Mais c'est comme ça, mais ça fait suer, Pour le coup d'ailleurs, faut savoir que moi je suis quelqu'un qui fait très peu de photos. Je suis vraiment une personne qui a beaucoup de mal à faire des photos, c'est pas mon kiff. Et notamment, toutes les photos du mariage et compagnie, la seule raison pour laquelle il y en a, c'est qu'il y a des gens qui en ont fait.
Et si la seule raison qui fait que j'en ai encore des photos du mariage, c'est parce que les gens les ont postées sur Facebook. Parce que tous les trucs qu'on avait de notre côté, tout a disparu quoi. Donc bon bah c'est comme ça. Hein. Vu que je fais pas trop de photos, ça va, j'ai pas trop perdu de ce côté-là. Mais tout le reste est un peu relou. Ouais, bah c'est ça. Bah moi, c'était surtout des photos qui ont été perdues. Parce que bah mine de rien, j'avais des années de photos de famille et ainsi de suite. Et vraiment, tout a disparu quoi, en instant quoi. Donc bon, bah c'est comme ça, c'est pas grave. Hein. Ça arrive. Ça arrive. Alors, je vais reprendre un peu le texte. Donc là, on vient de lire un paragraphe où notamment on parle du coup des personnes qui ont un haut score en autoritarisme de droite. Et ce qui est assez intéressant, alors il y a des trucs où déjà j'ai envie d'appeler à la prudence. C'est-à-dire que le RWA corrèle aussi fortement avec un fondamentalisme religieux. C'est important à noter. Par contre, il y a souvent une réduction qui est faite, et notamment je l'ai vu passer là il y a quelques temps, d'ailleurs par Roussel, le fameux Roussel, hein, candidat du Parti communiste, qui est venu nous dire que justement il y avait la laïcité qui se faisait attaquer de toutes parts et que la religion allait tout faire péter et que si la religion arrive, eh ben la démocratie est perdue. C'est un raccourci à minima maladroit et en toute franchise complètement fallacieux. Pourquoi ? Parce que c'est pas la religion qui fait un haut score en RWA. C'est pas pareil. C'est que les personnes qui ont un haut score RWA ont souvent une grande attirance et un fonctionnement en tout cas qui se colle très bien, notamment au fondamentalisme religieux. Mais le fondamentalisme religieux, ce n'est pas la religion. Ce sont deux choses différentes. Vous pouvez tout à fait avoir quelqu'un qui est religieux, qui croit en Dieu, au Dieu, ce que vous voulez, sans être pour autant dogmatique, sans être pour autant fondamentaliste. Et c'est ça la grosse différence. Et c'est ça qui est souvent complètement zappé par beaucoup de gens, et notamment par beaucoup de politiques, ou de personnes qui ne se connaissent pas trop et qui sont journalistes et qui vont parler de ça. Ils ne comprennent pas la différence. C'est pas parce que vous avez beaucoup de gens d'extrême droite qui sont religieux que beaucoup de gens religieux sont d'extrême droite. C'est vraiment la différence. C'est le petit point à garder. Évidemment, la religion et notamment les côtés très fondamentalistes sont extrêmement raccords avec les idées d'extrême droite parce qu'ils ont des notions, ils ont des valeurs, ils ont des fonctionnements qui sont très proches. Donc forcément, ils s'entendent bien, c'est logique. Pour autant, c'est pas parce que vous êtes religieux que vous êtes fondamentaliste. Et ça vraiment, c'est un truc qu'il faut faire attention. Donc déjà, j'aimerais attirer votre attention sur ça parce que effectivement, le RWA, donc le Right Wing Autoritarisme, donc l'échelle qui permet de déterminer votre score en autoritarisme de droite, effectivement, va montrer que ça fait partie des éléments proches. Quand vous avez un haut score en autoritarisme de droite, généralement, vous êtes aussi avec des bonnes propensions au fondamentalisme religieux. Mais, encore une fois, il faut faire attention à ça. Au-delà de ça, un autre truc qui est intéressant et qui effectivement est à relever, on l'avait déjà vu sur la partie sur les incels, parce qu'on a fait, donc pour ceux qui n'arrivent qu'aujourd'hui ou qui n'ont pas forcément vu depuis longtemps les lectures, il y a une partie qui est sur les incels, donc les hommes involontairement célibataires, hein, puisque ça vient de là, incel, qui notamment, un des interviews qui était fait, un des retours qui était fait, c'était une personne qui était incel et qui en fait ne l'est plus. Et ne l'est plus parce que justement, il a commencé à rencontrer des gens, il a commencé à voyager, il a commencé en fait à confronter ses points de vue avec des points de vue extérieurs et de personnes fondamentalement différentes de lui. Et c'est en faisant ça qu'en fait il s'est ouvert, c'est en faisant ça qu'il s'est rendu compte qu'il était dans un vase clos fermé, qui s'auto-alimentait en haine, en dégoût de soi-même et en haine des autres, et qui était vraiment totalement tout sauf positif en fait, tout simplement. Et effectivement sur les hauts scores en autoritarisme de droite, c'est un peu le même principe. Ce sont des personnes qui, assez généralement, vivent en vase clos. Et comme vivent en vase clos, ne sont confrontés qu'aux mêmes idées, en fait, qu'au même bassin d'idées. Et qui fait qu'ils ne peuvent pas se remettre en question, qu'ils ne peuvent pas se dire que finalement, la vision qu'ils ont est totalement fausse, que potentiellement elle est totalement biaisée, haineuse, tout sauf positif, et qui ne leur permet même pas de se dire qu'ils peuvent éventuellement réguler certaines choses qui leur est inconfortable pour aller vers du mieux, même pour eux-mêmes. Ils n'en sont pas capables parce qu'ils sont dans un vase clos qui ne leur permet pas de voir autre chose que ce qu'ils voient tous les jours en fait. Et on se rend compte qu'effectivement, à partir du moment où vous allez avoir des parcours de personnes d'extrême droite qui vont se retrouver confrontées réellement à d'autres situations, à d'autres réels, à d'autres personnes, ils vont généralement avoir une ouverture qui est possible et qui peut assez régulièrement se faire. Et effectivement, un des facteurs qui du coup permet ça, c'est tout simplement l'éducation supérieure. En allant à la faculté, qui est un milieu qui quand même, malgré un certain nombre de défauts,
permet en soi de brasser plus de variations de population. Et encore, c'est entre guillemets, parce que n'importe qui n'est pas capable d'aller à la fac. Il y a quand même des situations, et notamment si vous allez sur des pays anglophones, et notamment au niveau de l'Amérique, n'importe qui ne peut pas aller en faculté, parce qu'ils n'ont pas, par exemple, les moyens pécuniaires d'y aller, tout simplement. Et même au-delà de ça, vous avez aussi toute une idéologie qui se transmet en termes de classe, qui fait que, par exemple, un enfant d'ouvrier, même en France, va pas forcément aller en faculté, parce qu'il n'est pas poussé à ça. En fait, tout simplement par son bassin culturel, par sa classe sociale, il va être poussé plutôt à aller vers des choses qui vont être, par exemple, au pif, des BTS, qui vont être tout simplement des formations qui vont être techniques. Et pas forcément des formations supérieures théoriques, comme en généralement c'est le cas en faculté. Donc même si vous avez un brassement de population plus grand avec la faculté, ça reste quand même à prendre entre guillemets, parce que en soi, oui, il y a plus de variabilité que dans un vase clos d'extrême droite dégueulasse, mais ça reste quand même en soi pas si représentatif du réel de la société en général, ce qui est à prendre en compte. Roussel, c'est une allégorie de la trahison et de la stupidité, ou de la stupidité, un peu des deux, je pense. Zemmour, l'homme blanc, Cato est menacé, vous devez agir, luttons contre le grand remplacement. Ah non, mais Zemmour, c'est un enfer. Zemmour, quand tu vois tout ce qu'il relève, tu fais oh mon dieu, quel enfer, quoi. Enfin. Bref, l'extrême droite, j'ai beaucoup de mal. On va dire ça comme ça parce que je suis quelqu'un de poli. Mais ouais, non, c'est. Non, non, non. Il y a tellement rien qui va dans ce qu'il dit, quoi. Mais bon, bref. À l'heure actuelle, c'est un peu dans tous les milieux de pensée à cause des réseaux sociaux, surtout que les gens sont en vase clos. Oui et non. Il y a un gros problème avec les algorithmes qui fonctionnent notamment sur tout ce qui est Facebook, tout ce qui est effectivement Twitter et autres réseaux sociaux, qui est ce qu'on appelle une bulle. Ça va créer une bulle parce qu'en fait, l'algorithme va vous pousser tout simplement vers des contenus qu'il sait que vous allez apprécier, que vous allez liker, que vous allez réagir, parce que c'est ce qui leur apporte du profit. Donc effectivement, on a un problème par les réseaux sociaux qui pousse à ça. C'est vrai, c'est un constat. A contrario, il y a quand même de plus en plus, venant de beaucoup de milieux quand même, qui poussent justement à casser le fonctionnement des algorithmes et qui poussent justement à se sortir de sa zone de confort. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le réduire. Souvent et trop facilement, on a des gens, et notamment sur le chat, qui sont venus pour dire plusieurs fois « Oui, mais Twitter, c'est le réseau du cancer, c'est horrible, de toute façon, ça n'apporte rien de bon, patati patata. » C'est faux, en fait, ça dépend comment vous le consommez, ça dépend comment vous l'utilisez. Je reprends encore une fois l'exemple de mon Twitter, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais moi, mon Twitter à moi, il est dégueulasse, je vois que des gens d'extrême droite horribles, je vois que Twitter ne met en avant que ça, c'est de la merde, j'en ai marre, c'est vraiment un réseau cancer, du drama, patati patata. » D'accord, très bien. Moi, mon réseau à moi Twitter fait que, par exemple, j'utilise assez allègrement le Bloquedex. Je bloque les gens, je bloque très facilement les gens qui me saoulent, les gens qui tiennent des propos d'extrême droite, qui sont transphobes et ainsi de suite. Clairement, moi, je mets un blocage. Je prends même pas la peine de répondre. Je vire en fait ça ne sert à rien. De toute façon, on ne peut pas débattre avec l'extrême droite, on ne peut pas, c'est faux. Hein. Les gens qui vous disent si, on peut discuter sur le terrain des idées avec l'extrême droite, ça n'a pas de sens. L'extrême droite, ce qu'ils veulent, c'est vous mettre un coup de tir dans la tête en fait. Hein. Et vous tirer une balle dans la tête, c'est très joli, mais du coup, ça permet pas vraiment d'échanger avec. Vous voyez, il y a un 2 poids 2 mesures à prendre en compte. Donc, en soi, discuter avec l'extrême droite, ça n'a jamais eu de grand intérêt, voire ça n'a aucun intérêt. Donc pour le coup, les gens comme ça, vous mettez un blocage et tout de suite, ça va nettoyer votre fil. A contrario, je me force aussi à aller voir des gens et à suivre des gens qu'en soi, je vais pas trouver super intéressant, que je vais pas trouver être super les choses qui vont me parler particulièrement sur un sujet qui me transcende. Au pif, là j'ai notamment suivi des personnes qui font des lives art, de construction, de petites statuettes, ce genre de choses. Ça me parle pas outre mesure. Je trouve ça joli, y a pas de souci là-dessus. Je trouve que le travail qui est fait est assez incroyable, mais c'est pas un de mes centres d'intérêt. Si vous prenez mes centres d'intérêt personnels, ça va être la vulgarisation de sciences sociales particulièrement. Ça va être les jeux de stratégie, gestion, ce genre de choses. Et globalement, vous avez une grande majeure partie des choses qui vont vraiment me parler et me plaire. Pour autant, sur mon fil Twitter, je mets expressément d'autres choses pour justement casser l'effet de l'algorithme, pour que justement il me présente autre chose. Et ça, c'est assez intéressant de voir que c'est quelque chose qui est de plus en plus commun. Il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent et qui donnent des guides sur justement comment est-ce qu'on peut casser ce vase clos, comment est-ce qu'on peut essayer de sortir de ces bulles. Et c'est important, pas que par rapport aux gens qui sont d'extrême droite,
mais par rapport à tout. Parce qu'effectivement, comme tu le relèves Dark, les milieux, des réseaux sociaux poussent par leur fonctionnement même, par les algorithmes qui sont pris en place, qui sont pensés, qui fonctionnent, ça pousse à justement avoir ce genre de fonctionnement très en vase clos. On l'a vu effectivement d'autant plus sur, par exemple, Facebook et tout ce qui est les réseaux complotistes, où on voit qu'effectivement, ils sont totalement fermés aux autres informations. Parce que, justement, l'algorithme va leur pousser à chaque fois à du contenu qu'ils savent qu'ils vont réagir, qu'ils vont partager, qu'ils vont commenter, qu'ils vont aimer, et ainsi de suite. Et ça, forcément, bah, ça a ce fonctionnement très pernicieux qui est de faire des bulles informatives qui sont totalement fermées et qui peuvent être assez horribles. Mais pour autant, rien ne vous empêche d'en sortir et vous avez des moyens d'agir dessus. Il ne faut pas croire que on est comment dire, sans défense face à ça. C'est tout le propos d'ailleurs du livre qu'on est en train de lire en toute puissance, mais on peut également l'extrapoler sur des réseaux sociaux et sur plus de choses en général. Vous avez du pouvoir, aussi faible soit-il, aussi minuscule soit-il face aux grandes corporations commerciales qu'il y a, face aux États, face au racisme d'État, face à tous ces systèmes-là qui peuvent être extrêmement oppressifs et qui sont extrêmement oppressifs, qui sont extrêmement forts. Vous avez quand même du pouvoir. C'est sûr que c'est pas simple, c'est sûr que ça peut déboucher sur quasiment rien, voire sur rien, c'est vrai. Mais pour autant, vous pouvez essayer de faire des choses. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre en place des choses, pas sur tout, c'est vrai. Faut pas l'oublier ça non plus. C'est pas si vous voulez vous pouvez, et ça sera jamais le cas, on le sait bien. Notamment pour les gens qui étudient un minimum la psychologie sociale et la psychologie en général, on sait très bien que non, c'est pas parce que tu veux que tu peux. C'est faux. Il y a plein de situations où tu peux vouloir tout ce que tu veux, tu n'y arriveras jamais parce que la situation n'est pas faite pour toi. Le contexte n'est pas adapté pour toi et tu ne pourras pas réussir. C'est vrai. Pour autant, on a toujours, de près ou de loin, une marge de manœuvre sur au moins quelques éléments. Et en pouvant agir et en agissant, on peut permettre à d'autres personnes d'avoir également une marge de manœuvre. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est ça qu'il ne faut pas oublier et c'est ça qui est super intéressant à voir et à prendre en compte. Je dois filer par contre, bonne fin de stream, je repasserai peut-être. Il n'y a pas de souci, des bisous, merci d'être passé. Faire au moins un petit coucou Dark. Passe une très très bonne journée. Bis à Anémone quand elle passera, là elle est au travail, mais ça sera fait ce soir, sans oublier. Promis. Alors, en tout cas, passe une très bonne journée, merci d'être passé Dark. Et du coup, on va pouvoir reprendre la lecture là où on était. Janoff et Bullman, en 2009, montrent que plus nous considérons le monde comme un endroit dangereux, nécessitant une attention particulière à la menace et à l'autoprotection, plus nous sommes conservateurs et moins concentrés sur les actions coopératives et compatissantes de partage de ressources. Hop. Encore une fois, on revient sur la même idée. Plus vous allez avoir une vision du monde comme quoi il est agressif, comme quoi il est dangereux, comme quoi il est égoïste, plus en fait vous allez réaliser cette prophétie. On est vraiment sur la prophétie autoréalisatrice. Plus vous vous attendez en fait à prendre des coups, et plus il y a de chances que vous preniez des coups. Parce que notamment vous allez avoir, ne serait-ce qu'inconsciemment, un comportement de protection, de mise en défense. Ce qui va se sentir, qui va se voir, et qui va amener des gens en face à se dire que c'est vous le danger. Et du coup à réagir avec les mêmes moyens. Ce qui fait que vous en face de dire ouais, j'avais raison, les gens me repoussent, les gens font preuve d'égoïsme, les gens m'attaquent, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment important de voir que on peut casser ces dynamiques-là. On le peut. C'est pas forcément simple, on peut pas forcément le faire avec tout le monde, mais on a un impact et on peut avoir un impact. Et c'est quand même super motivant, justement. Et d'autres études, Gilbert et Hall en 2011, en 2013, en 2014, montrent que cette absence de compassion n'est pas liée à une crainte d'éprouver de l'autocompassion ou à une crainte d'en recevoir, comme par exemple cela peut être le cas chez les personnes qui ont subi de graves traumatismes, mais touche uniquement à la compassion pour les autres. Autrement dit, les individus qui considèrent le monde comme dangereux, ou les bons, généralement leur endogroupe, sont constamment menacés par les mauvais, généralement les exogroupes, bloquent la compassion pour les autres, mais pas leur autocompassion ou le fait d'en recevoir. Il en va de même pour ceux qui bloquent leur compassion pour les autres parce qu'ils ont une vision du monde comme une jungle, qu'on verra ensuite avec la domination sociale. Donc là on est vraiment sur cette vision qu'en fait ça amène non pas à casser le système de la compassion en tant que tel, ça va juste casser la compassion envers ceux qu'on va estimer être nos ennemis. Tout simplement quand vous avez des gens qui vont venir vous dire « Ah ben regardez, les étrangers, ce sont des dangers ». Admettons.
parce qu'on va rester sur les discours d'extrême droite. En faisant ça, en fait, ils vont réduire les étrangers finalement à ne plus être leur égal, à être inférieurs, à être finalement des ennemis. Et comme ils sont inférieurs, comme ce sont des ennemis, alors on n'a pas à leur faire de compassion. Et ils ne leur font pas de compassion. Et ils vont pouvoir avoir même les pires comportements possibles, par exemple les laisser crever dans un bateau en plein milieu de la mer, au pif. Hein, par rapport à quelque chose qui s'est fait notamment il n'y a pas si longtemps que ça avec la France et l'Angleterre, je crois que c'était la France et l'Angleterre, qui se sont amusés à se refiler le coup de fil par rapport à un bateau qui était en détresse, en se disant non, c'est pas à nous de nous en occuper, jusqu'au moment où en fait le bateau il a coulé. Et il y a des gens qui en sont morts. Et ça permet justement de mettre ça en place, parce que si vous mettez pas ça en place comme mécanisme, à un moment donné, vous allez vous dire mais c'est des gens qui souffrent, ça pourrait être moi qui souffre. Et donc vous seriez obligé d'agir. Sauf que justement, ce mécanisme permet de totalement couper ça, de le mettre complètement de côté et de se dire finalement, les gens qui sont là, même peut-être, ils le méritent. Vous voyez, vous pouvez avoir ce genre de discours qui peut héberger. Et de se dire que surtout, à aucun moment, vous n'auriez pu y être. Et du coup, ça permet de faire preuve totalement des pires comportements en fait, et d'être le plus inhumain possible, parce que vous faites tout simplement une différence et une distinction qui va limite pousser ces gens à ne plus être des humains. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur différents discours. Si on prend par exemple des discours intégristes religieux, si vous prenez au pif les suprémacistes blancs religieux qui viennent tuer par exemple les personnes racisées, les personnes trans et ainsi de suite, ils vont avoir ce discours de dire que finalement les gens qui tuent, c'est pas des gens, c'est des aberrations. Ça leur permet justement d'avoir exactement le même modèle de pensée qui se met en place, et en fait de totalement enlever l'humanité des personnes qu'ils vont massacrer. De totalement enlever et retirer la possibilité pour eux d'imaginer que de près ou de loin, ils pourraient être la personne qu'ils tuent. Qu'un de leurs proches pourrait être la personne qu'ils tuent. Pour eux, finalement, ce ne sont même plus des humains. Et c'est ça, c'est ce genre de mécanisme qui se met en place. Pour autant, au sein de leur propre groupe, ils vont avoir de la compassion. Au sein de leur propre groupe, vous allez avoir des gens qui vont réagir même très fortement pour se défendre les uns les autres. Sur d'autres exemples, vous avez des gens, par exemple en politique, qui sont capables, notamment du côté de la droite, de faire des choses parfaitement horribles en termes de loi, en termes de propos extrêmement violents envers tout un tas de gens, généralement, évidemment, les défavorisés. Par contre, à contrario, quand eux vont juste se manger une tarte, au sens une tarte, vraiment une tarte dans la tronche, pas une baffe, juste une tarte, juste ça va être le pire crime possible. Et ils vont tout de suite faire preuve de compassion envers la personne qui a subi ça en disant « Oh mon Dieu, vous avez vu comme c'est horrible, tout l'irrespect et ainsi de suite. Oh Aza, bonjour. Coucou Azalaïs, comment vas-tu ce matin? Merci énormément pour le raid, bienvenue. On est en train de parler d'extrême droite. C'est vachement bien. Merci énormément pour le raid et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Du coup, nous, on est en pleine lecture de sciences sociales. On est en train de parler de l'extrême droite et on est en train de parler des mécanismes qui permettent justement de réduire les populations finalement défavorisées à ne plus être humains et à pouvoir du coup faire les pires choses avec eux. Sur l'esprit totalitaire et autoritariste des religieux, hier j'ai regardé le docu Netflix sur Roe versus Wade, c'est d'une violence. Je t'avoue qu'en ce moment je laisse de côté beaucoup de choses, de l'actualité notamment, parce que ça me bouffe trop en fait. Et bonsoir Lordiane, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Bienvenue sur la petite chaîne des fougères. Pour avoir étudié des sujets d'extrême droite, il y avait un double phénomène de surhumanisation des membres de leur groupe et infrahumanisation des autres. Mais tout à fait. Et justement, c'est ce sur quoi j'étais en train d'arriver. Donc non seulement il y a des mécanismes, comme je vous ai dit, qui permettent de réduire les autres groupes finalement à ne plus être des humains, mais par contre entre eux, ils vont vraiment s'entraider. Si on reprend l'exemple que je suis en train de vous dire, juste sur la droite, et pas l'extrême droite, vous avez des gens comme... alors encore que c'est discutable, parce que Blanquer, dire qu'il est que de droite, bon... Voilà, personnellement pour moi c'est un gros connard d'extrême droite. Mais officiellement je crois qu'il n'est que de droite. Toujours est-il que quand lui met en place des mesures qui sont extrêmement violentes pour les élèves, pour les profs, pour les familles d'élèves, et ainsi de suite, qui ont impacté littéralement des milliers de gens en France, OSEF, la droite s'en bat les reins. La droite n'a pas un moment de compassion ou d'élan de compassion pour ces populations-là et pour la situation dans laquelle elles se retrouvent. Par contre, Blanquer se mange une tarte dans la tronche, il se retrouve avec un peu de chantilly sur le visage, et là vous avez toute la droite qui arrive en disant « Oh mon Dieu, quel crime horrible !»
allons mettre ces pauvres enseignants, parce que du coup, c'est 2 enseignants qui leur ont mis une tarte dans la tronche. Ces 2 enseignants, mettons-les en justice. Et là, actuellement, ils ont une plainte qui a été déposée pour. En plus, j'ai vu le truc et j'étais en mode, mais what the fuck, quoi. C'est vraiment pour un motif à la con, quoi. Et là, tu vois que par contre, tout de suite, dans leur milieu à eux, la compassion est là. La compassion n'est pas là pour les autres groupes. Par contre, la compassion pour leur groupe est totalement là. Et justement, comme le dit Kasich, va même être augmentée. N'importe quelle atteinte de près ou de loin à eux et à leur groupe est le pire crime possible. Ça me fume cette histoire, c'est vraiment de l'atteinte à l'ego de petits bourgeois. Bah oui, mais en même temps Blanquer, quoi. Enfin, il n'est pas connu pour être quelqu'un de très progressiste, pour avoir un minimum de recul sur lui, pour se remettre en question. Non, on est quand même sur un bon pur produit du patriarcat dégueulasse de droite. Blanquer, rappelons-le quand même, mais il est avec une ancienne élève à lui. Donc déjà, ça... voilà, hein, c'est quand même pas super propre. Hein. C'est quand même pas super propre. Il a eu des propos extrêmement violents à différents niveaux. Au niveau par exemple de tout ce qui est les minorités, par exemple la LGBT, voilà. On est quand même sur un bon vieux réac bien dégueulasse, patriarcal comme il faut. Enfin vraiment, on a rien qui va avec lui, rien qui va. Donc finalement, qui pète un câble pour avoir mangé une tarte dans le visage, est-ce étonnant? Non. Et bonjour, pardon, j'ai eu un appel du boulot pile au moment du raid. Il n'y a pas de souci, j'espère que tu vas bien, Aza. Et du coup, j'espère que ton coup de fil s'est bien passé. Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Du coup, nous, on est en pleine lecture de sciences sociales, plus particulièrement sur du coup la honte. Et que faire de la honte? Et donc là, on est arrivé sur la changer en culpabilité, éventuellement, pour essayer d'en faire autre chose, pour se motiver à faire des choses. Et du coup, ça nous amène à parler de l'extrême droite. Oui, ça va et toi? Bah ça va bien, écoute, comme un matin, tranquillement. La lecture de sciences sociales qui fait plaisir, donc moi ça va, ça va. En plus, il y a des gens sur le chat, et ça fait du bien, ça fait du bien. En même temps, les prolos, ils pourraient traverser la rue et se bouger, donc ils m'aident pas qu'on les aide. Alors que ma personne est sacrée, j'ai bossé pour être ministre. Ouais, c'est un peu ça. C'est encore une fois 2 poids 2 mesures. Les autres personnes qui sont de l'exogroupe, finalement, sont des moins que rien, mais l'endogroupe, il est ultra important. C'est... voilà. On était sur Hades, j'essaie de débloquer tous les grades et c'est long. Waouh, t'as tellement de courage. Hades, moi c'est un jeu que j'adore regarder, notamment je le regarde chez toi. Mais c'est vrai que par contre c'est un jeu que je mettrai jamais la main dessus. Hein. Jamais, hein. Je vais péter un câble, hein. Ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Pour le boulot, c'était pour un stage où l'élève habite littéralement dans ma rue, donc c'est nickel. Oh, c'est trop cool. C'est trop bien. C'est trop bien. Bah du coup c'est génial. Bah j'espère que ça se passera bien en tout cas. Hop. Je vais continuer un petit peu la lecture, on va avancer, on va avancer. En tout cas, merci énormément du raid, c'est vraiment adorable, c'est vraiment gentil. Je sais pas si tu restes en l'heure ou pas, mais du coup, c'est cool. Mais non, viens, rejoins le club des joueuses d'Hades. Non, non, j'ai des problèmes de cœur, ne pas l'oublier. J'ai une maladie génétique qui fait que je dois faire attention à mon cœur. Et je pense que Hades, c'est le genre de jeu où mon cœur il va faire wouh. Donc on va éviter. Non, je pense que pour mon propre bien, c'est pas un bon plan. Je préfère regarder d'autres gens. Ça, y a pas de souci. Ça, je reste calme, je reste détente. Mais pour mon propre tonus cardiaque, on va éviter ça. Et en plus, j'ai une vraie excuse. T'as vu, j'ai une vraie excuse. Bon, là, elle est un peu fallacieuse en soi, mais parce que j'ai un traitement qui permet à mon cœur de ne pas abuser. Mais chut, on va pas parler de ça. On va pas parler de ça. Je continue la lecture. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, cette soumission et cette agressivité autoritaire ne sont pas liées à un manque de réflexion, d'intelligence, ou encore liées au laisser tomber, ou à des instincts, ou à des automatismes primitifs, comme on l'a vu dans des expériences de Lepage en 2017. La soumission à l'autorité non compatissante est, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, un effort pour dénier ces émotions compatissantes, qui, elles, sont à l'origine de la désobéissance. Par conséquent, on peut imaginer que l'acceptation des émotions, leur compréhension, le désir de les vivre jusqu'à des formes de résolution, comme le propose le programme de pleine conscience ou de compassion, pourrait aider ces profils à être mieux dans leur peau et à vivre plus pleinement, tout en protégeant les exogroupes de leur agressivité autoritaire. On dira rien, voilà. Je passe en mode lurk, faut que je passe des appels et que je sporte. Il n'y a pas de souci, et bah bon courage à toi. En tout cas, merci énormément encore une fois pour le raid, c'est vraiment adorable. Et puis bah passe une bonne journée si on ne te recroise pas. Bon petit coup de fil et bon sport.
Donc pour revenir sur ce paragraphe-là, ce qui est intéressant encore une fois à noter, donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu précédemment dans le texte, c'est vraiment qu'il faut bien comprendre que les pensées d'extrême droite, le modèle de pensée d'extrême droite, n'est pas un modèle qui se fait de soi-même, qui est naturel, qui est là comme ça parce que les gens sont des gros connards extrémistes, insultants, haineux envers les autres de base. Non, ce sont vraiment des fonctionnements qui se transmettent, notamment par groupes sociaux, notamment par systèmes de domination, qui sont reproduits, qui sont vus et reproduits. Et donc on est vraiment sur des personnes où c'est d'autant plus visible que ce n'est pas quelque chose qui leur est naturel, que ce sont souvent des personnes qui ont de grands problèmes internes, qui ont une grande souffrance, qui ont des gros soucis, justement parce qu'ils ont la nécessité constamment de faire les efforts, conscients et inconscients, de réduire leur sensibilité à la souffrance d'autrui, de rabaisser en fait constamment leur seuil pour justement s'empêcher de devoir réagir. Et donc on est vraiment sur un fonctionnement qui est quand même en soi assez encourageant, parce que ça montre bien que, encore une fois, les gens ne sont pas des sombres merdes parce qu'ils sont des sombres merdes, parce qu'ils sont des sombres merdes. Non, ce sont des gens qui sont dans des situations où ils sont extrêmement toxiques et violents pour leur entourage. Par exemple, si on prend les gens d'extrême droite envers tout ce qui va être les LGBT, tout ce qui va être les racisés et ainsi de suite, parce qu'ils sont dans un vase clos qui va propager et qui va faire reproduire cette vision du monde, ce discours-là, ces comportements-là. Mais ce n'est absolument pas une fatalité. Au contraire, on se rend compte que, encore une fois, ça a été le cas avec l'exemple de tout à l'heure, avec la faculté, des gens d'extrême droite peuvent être amenés en fait à rencontrer tout un tas de personnes provenant de différents milieux, de différentes visions du monde, et ça leur permet justement de sortir de cette vision-là. Parce qu'ils se rendent compte d'autant plus à ce moment-là, quand ils sont confrontés à des gens qui fonctionnent différemment, ils sont confrontés d'autant plus à tous les dysfonctionnements de leur propre fonctionnement, justement, en vase clos, qui leur produit énormément de frustration, énormément de colère, énormément de haine, d'autoflagellation et tout un tas d'autres comportements qui peuvent être extrêmement toxiques envers eux-mêmes. Et c'est à ce moment-là que justement, en se confrontant au reste, en se confrontant au réel, ils se rendent compte du décalage qu'il y a entre leur réalité et leur fonctionnement, et la réalité d'autrui et le fonctionnement d'autrui. Et ça peut les amener, du coup, à remettre en question leur fonctionnement et finalement à changer. Et ça, c'est quand même ultra encourageant, parce qu'encore une fois, ça montre bien que la radicalité n'est absolument pas une fatalité. Et ça, c'est bien, c'est super important de le mettre en avant. Par contre, et c'est une des erreurs qui avait été faite à de multiples reprises, je vais notamment vous parler d'un petit truc qu'il y a eu il y a quelques années. Vous avez quelques années, alors ça remonte un petit peu pour les jeunes, quand vous avez Sarkozy qui était justement en poste en tant que président de la France, il a mis en place, sous son gouvernement, enfin je crois que c'était lui, sous son gouvernement, il avait fait mettre en place des centres de déradicalisation. Donc le but du jeu, c'était en gros de prendre tous les méchants qui étaient dans les banlieues et de les mettre dans des vases clos pour leur apprendre que c'était pas bien d'être des méchants des banlieues. Donc déjà on avait une base un petit peu nulle, un petit peu beaucoup raciste, un petit peu beaucoup bien à chier quoi. Voilà. Bon, au-delà de ça, surtout, le fonctionnement de base du centre était débile. Parce que du coup vous mettez en vase clos des gens dont vous essayez de changer le comportement. Sauf qu'il se passe quoi si vous mettez des gens qui ont tous le même mode de fonctionnement juste ensemble en vase clos, en les opposant au reste de la société? Ben devinez, vous les radicalisez d'autant plus. Oh, c'est drôle. Du coup, on s'est retrouvé sous Sarkozy avec des centres de déradicalisation qui finalement avaient pour principale fonction de radicaliser les gens. Ah, c'était utilité sur 20, vraiment, on était au maximum de l'utilité. Ils avaient parfaitement compris les sciences humaines et sociales, tellement bien qu'ils ont fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. C'est beau, c'est beau. Donc du coup, on est vraiment sur un fonctionnement où on voit bien que c'est en vase clos que ça se reproduit. C'est en vase clos que ça se renforce. C'est en vase clos que finalement ça devient une norme. Parce qu'en vase clos, vous n'avez que cette norme-là en fait. Vous n'êtes plus confronté au reste. Vous n'êtes plus confronté aux autres. Et comme vous n'êtes plus confronté aux autres, ce qui était anormal, finalement, devient la norme. Et puisque c'est la norme, les gens l'adoptent, les gens l'acceptent, les gens le renforcent, les gens le propagent. Et c'est bien là le problème. Donc vraiment, il faut se rendre compte que tout ce qui est radicalité, et je parle à différents niveaux, là quand je prends Sarkozy, bon déjà Sarkozy, il y avait le présupposé de dégueulasse que les banlieusards étaient forcément des gros connards criminels,
et on va pas se cacher à plus forte raison s'ils étaient racisés. Donc on a vraiment une base raciste bien nulle, bien à chier. Mais ça marche sur tous les groupes en fait radicaux. Si vous prenez des radicaux d'extrême droite, et Dieu sait qu'on en a beaucoup hein, en France, ça se voit, il y en a déjà 89 à l'Assemblée nationale, hein, minimum, officiellement reconnus en tout cas. Vous avez de quoi faire en fait avec les personnes radicalisées. Vous pouvez faire des choses. Par contre, les garder en milieu colo, ça ne sert à rien, c'est débile. ça va servir à rien à part les renforcer dans leur vision radicale. Ça n'aura jamais aucun autre fonctionnement. Bref, je continue. La dominance sociale, un facteur anti-compassion individuelle alimenté par les environnements sociaux. La dominance sociale est une attitude anti-égalité qui s'inscrit dans une vision compétitive des humains entre eux. Elle promeut une hiérarchisation des personnes. Une haute dominance sociale est liée au statut supérieur de la personne par les conditions favorables qu'elle a obtenues, non par des efforts, mais par la chance. Être de telle ou telle couleur de peau, être d'un genre, être d'un groupe qui n'est pas discriminé négativement, à qui la société offre plus d'opportunités, plus facilement. Plus la personne est favorisée, plus son SDO, Social Dominance Orientation, monte. Plus elle est défavorisée, discriminée négativement, plus le SDO est bas. Les hauts scores en SDO sont ceux qui ont également les plus hauts scores en ethnocentrisme, en préjugés, en soutien des mesures extra-punitives, en machiavélisme, en narcissisme. On a ici un profil entièrement anti-compassion, qui est stable dans le temps, lié au statut, non aux situations différentes. Par exemple, pour l'étude sur les policiers, qu'ils affrontent ou non une situation d'infériorité numérique, le corps de SDO n'a pas changé. Ça aussi c'est important à noter. Ça, c'est pas pour rien qu'on vous dit qu'il y a une lutte des classes à mettre en place, et notamment une lutte des classes à mettre en place contre la classe bourgeoise. C'est pas sans raison. Comme le montre là le texte, et comme l'ont montré les études que cite le texte, en fait, ce qui se passe, c'est quand vous êtes dans un milieu ultra favorisé, quand vous êtes dans une situation où tout vous a été donné, vous allez avoir la croyance en un monde juste, vous allez avoir la croyance que, regardez, là j'ai fait un effort, donc ça justifie que puisque j'ai réussi, n'importe qui fait un effort peut. Et donc du coup, vous allez avoir vraiment une vision du monde qui, pareil, va se rester enclavée avec le fait que, finalement, si vous avez réussi, les autres peuvent réussir. S'ils réussissent pas, c'est que finalement, ils veulent pas. C'est qu'ils font pas d'efforts. Et ça permet de réduire et de faire des hiérarchies. C'est un peu tout le discours méritocratique qui va s'écouler là-dessus, en fait, après, en disant finalement, tout est une question de volonté. Parce qu'ils ne sont pas capables de se rendre compte, en fait, que tout leur a été donné. Pour eux, c'est inconcevable. Parce que si on leur fait remarquer que tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont est dû à des facteurs contextuels qui les a amenés à être là, et qui a fait qu'ils sont avantagés pour différentes raisons, de genre, de race, de famille, et ainsi de suite, et en fait, ça va remettre en question tout leur fondement même de leur personnalité. Ça va remettre en question qui ils sont, qui sont leurs proches, qui sont leurs familles, qui sont leurs amis. Ça va remettre en question leur position au sein de leur travail. Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils le méritent finalement ? Et ça, c'est extrêmement inconfortable. C'est extrêmement inconfortable. Et c'est pas possible de remettre en question ça, en fait. Pas sans de grandes difficultés et pas sans de grandes souffrances personnelles. Donc forcément, dans la grande majorité des cas, les gens ne le font pas. Ça peut arriver une fois tous les 36 du mois, hein, c'est pas impossible. Mais ça reste extrêmement compliqué à mettre en place. Parce que ça remet en question beaucoup de choses sur lesquelles les gens se sont fondés. Les gens se sont construits, en fait. Et donc du coup, ils vont avoir un fonctionnement qui va être très logique par rapport à ça. C'est dire que finalement, c'est la faute des autres. Finalement, si les autres sont là où ils sont, c'est parce qu'ils le méritent. Vous, après tout, vous êtes là où vous êtes parce que vous le méritez. Et ça, c'est une histoire, une image beaucoup plus positive à se raconter à soi-même, qu'on est là parce qu'on le mérite. Donc c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas oublier là-dessus. C'est vraiment que le score de SDO va montrer que vraiment, en fait, les gens qui sont en bonne position, forcément vont estimer que finalement le monde est juste, le monde est tel qu'il devrait être, il n'y a pas à le changer, il est logique, et à permettre notamment de faire des hiérarchies du coup en dehors de ça, parce que du coup si vous méritez là où vous êtes et que les autres méritent là où ils sont, finalement s'ils sont à un statut social inférieur, c'est qu'ils sont eux-mêmes inférieurs. Si vous êtes sur un statut social supérieur, c'est finalement que vous-même vous êtes supérieur. Et c'est comme ça que tout se construit. Et on voit vraiment que ce sont des choses, des éléments qui en fait vont s'auto-répondre les uns aux autres. Quand vous allez avoir par exemple un système de pensée comme ça,
qui va s'accoupler avec un système de pensée fondamentaliste religieux, qui va consister à dire qu'il y a le peuple élu, les gens élus qui ont la sainte vérité, qui sont les élus de Dieu, ou ainsi de suite, bah ça se marie très bien finalement. Puisque vous avez déjà un système dans lequel vous allez dire « Ah oui, mais moi je suis déjà quelqu'un de supérieur. Oui, mais en plus je suis quelqu'un de supérieur dans une religion qui dit que je suis quelqu'un de supérieur. » Bah ça va vachement bien en fait, ça s'entend vachement bien. Et au-delà de ça, ça permet aussi d'évacuer beaucoup de choses sur les autres, du coup, finalement. Ceux qui sont inférieurs, ceux qui sont différents. Déjà qu'on leur a retiré la compassion, puisque finalement ils sont différents, ils sont inférieurs, ça permet d'autant plus de se valoriser, de renforcer ces mécanismes, et de justifier le fonctionnement de notre société, et de surtout pas la remettre en question. Je continue le texte. Ici, il ne s'agit pas d'une attitude liée à des peurs, à des sentiments d'insécurité, ni à voir les autres comme une menace, mais simplement de percevoir le monde comme une jungle de tous contre tous, une compétition dans laquelle il faut dominer. Via cette vision du monde, il y a donc un refus de la compassion, notamment parce que la compassion, c'est la coopération, ce qui en est l'exact opposé de l'esprit compétitif des dominateurs sociaux, ainsi qu'une concentration sur soi, son ego, puisque le dominateur social considère l'autre comme un concurrent, un opposant, un obstacle ou une chose qui peut se servir pour obtenir des gains. Il n'y a pas là à considérer en tant que personne à part entière. Keltner, en 2016, précise qu'on pourrait imaginer qu'on mesure que les gens acquièrent davantage de ressources, de contrôle ou de statut. Ils seraient plus enclins à être généreux et compatissants. Malheureusement, les preuves montrent le contraire, parce que les objectifs de ce comportement concurrentiel sont de constamment augmenter son statut, son pouvoir de domination, le contrôle des ressources, ses possessions contre celles des autres. On retrouve plus de justification du système chez les peuples défavorisés plutôt que les peuples favorisés. Un riche sait qu'il a été avantagé même s'il est très interne. C'est surtout le prolo qui va justifier à fond le système, car taper sur le système c'est très coûteux, et ont tendance à se taper dessus en tant que prolo, plutôt que de remettre en cause le système. Je peux te retrouver les papiers si ça t'intéresse, carrément. Ça m'intéresse. Après, ce que tu vas avoir en fait, je pense, c'est que effectivement tu as une conscience plus présente du côté favorisé de la part des populations riches, effectivement. Parce qu'ils ont notamment l'éducation et les recherches qui le prouvent, mais c'est aussi la plus grande... alors c'est pas forcément hypocrisie, mais tu vas avoir le plus grand paradoxe. Tu vas avoir les gens qui ont conscience qu'ils sont favorisés, et en même temps c'est là où tu vas retrouver le plus de discours qui vont justifier le fonctionnement de ce monde-là. En général, c'est aussi ce qu'on retrouve. Les populations prolétaires, en général étant notamment moins éduquées sur un certain nombre de choses, vont un peu avoir moins conscience, en général, c'est vraiment du général, en tout cas de mon sentiment, de ce que j'ai pu voir passer, ont en général un peu moins conscience du coup du côté vraiment favorisé ou défavorisé, encore que justement avec la société qu'on a actuelle de l'information qui permet quand même énormément aux gens d'avoir accès à énormément de connaissances, et notamment aux personnes les plus défavorisées qui ne seraient pas aidées par le système à les avoir. On a de plus en plus de gens qui sont extrêmement férus de connaissances et qui sont extrêmement compétents, et parfois même beaucoup plus compétents que tout un tas de professionnels de la question, savent qu'ils sont défavorisés. Ils en ont conscience. Par contre, ils ont un sentiment beaucoup plus fort d'impuissance face à cet état de fait. Et effectivement, ça peut expliquer le peu de remise en cause du système collectivement. Encore que, pour le coup, on constate de plus en plus, et au cours des années, notamment parce qu'il y a une situation de crise qui se met en place de plus en plus, et de différentes situations de crise qui d'ailleurs se chevauchent les unes les autres, qu'il y a quand même de plus en plus de motivation et de plus en plus de mise en place d'actions collectives. C'est vrai qu'il n'y a pas de soulèvement général, parce que notamment l'histoire a montré malheureusement que les soulèvements en général qui se font sont totalement phagocytés de l'intérieur par différentes volontés personnelles, et du coup forcément ça pousse aussi peu, c'est un peu infernal quand tu te dis c'est un truc con, une critique que souvent on fait, parce que moi du coup je suis plutôt anarcho-communiste, on va pas se mentir. Souvent il y a des gens qui me disent, notamment des gens d'extrême droite, et notamment une personne en particulier que je ne supporte pas sur un réseau avec lequel avant j'étais également présent, et que du coup il m'arrivait d'échanger avec lui beaucoup trop souvent à mon goût, et pourtant c'était rare. Il me disait non mais tu vois bien que le communisme ça marche pas parce que de toute façon t'as vu l'URSS. Ah voilà, niquez-vous. Typiquement l'URSS à la base c'est un soulèvement populaire pour plus d'égalité, notamment de la population ouvrière. Sauf qu'il a été complètement phagocyté de l'intérieur par différentes personnes pour des avantages et pour un fonctionnement totalement personnel entre quelques petits élus.
Donc on est totalement loin et éloigné au final du communisme tel qu'il est pensé et tel qu'il a soulevé et motivé les gens. Pour autant, les gens forcément vont rester là-dessus. Beaucoup de gens vont rester sur cette vision des choses qui est ah bah oui, tu vois, le communisme finalement, quand les gens se soulèvent ensemble, bah ça marche pas. Ça produit des trucs horribles. Ou encore, dans d'autres registres, si on prend la Révolution française, ah oui, mais regardez, le peuple s'est levé. Le peuple s'est levé, ils sont venus casser la gueule aux rois et aux nobles. Mais finalement, qu'est-ce qui en a émergé? Bah, c'est les nobles, c'est les bourgeois qui ont pris la place des nobles. Du coup, ça sert à que de. Et c'est vrai, en soi, le peuple s'est soulevé, oui, mais s'est fait phagocyter par les bourgeois qui participaient à l'époque aux tiers-états, mais qui avaient une situation qui était nettement au-dessus de la grande majorité du tiers-état, et qui ont totalement profité justement de la révolution pour se mettre eux en classe dominante à la place des nobles. Encore qu'un certain nombre de nobles ont quand même réussi à garder une position très avantageuse même après la révolution. Mais bon, bref. Donc effectivement, ça pousse les gens, et notamment les gens défavorisés, à se dire finalement, se lever contre le système, ça sert à rien, parce que même quand on se soulève, bah il se passe rien. Ou alors, on retombe sur une situation équivalente à avant. Donc à quoi ça sert d'avoir des morts, des souffrances et compagnie, si au final, c'est pour déboucher sur plus ou moins la même chose qu'avant? C'est pas forcément ouf, voire pire. Et c'est vrai que ça, du coup, c'est un truc qui casse beaucoup de motivation. Après, encore une fois, je pense qu'on est à une époque où il y a énormément d'échanges, d'informations. On a quand même la chance d'être dans une société qui est ultra connectée et qui permet d'avoir un échange de connaissances de plus en plus facile, de plus en plus grand. Et d'avoir des populations qui seraient totalement défavorisées il y a encore 10 ans, 20 ans en arrière et qui n'auraient aucun accès à ces informations-là, d'y avoir accès. Et de devenir plus compétent sur ces questions-là que tout un tas de personnes qui sont pourtant issues des classes bourgeoises et qui ont eu 8 ans d'études supérieures, par exemple. Et ça, je trouve ça super intéressant. Quand vous voyez, truc con, hein, je vais prendre la profession journalistique. Vous avez des gens qui ont fait des études de journalisme pendant des années, qui sont issus d'un bassin quand même de population plutôt favorisée dans notre société, et qui font un travail qui peut être tout à fait pertinent en soi, en tant que journaliste, hein, ça arrive aussi, hein, encore heureux. Mais à contrario, vous avez des gens qui littéralement montent des médias de toutes pièces, sans avoir spécialement fait d'études de journaliste, sans être passés par les grandes écoles de journalisme en tout cas, et qui font un travail de bien plus grande qualité, et notamment en dehors du cadre capitaliste sur certains points, qui leur permet d'aborder un certain nombre d'angles d'attaque sur un certain nombre de sujets qui sont totalement impossibles pour la profession plus classique et issue notamment de la bourgeoisie dans le monde journalistique. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'on se rend compte que vraiment les classes défavorisées prennent le pouvoir, prennent sur un certain nombre de choses justement au moins une petite partie de pouvoir et commencent à s'approprier les choses. Et ça, c'est motivant. Ça, c'est quand même super motivant parce qu'on se rend compte que les gens, ils n'ont pas, peu d'actions collectives. Ils ont, plus précisément, relativement peu d'actions collectives concertées ensemble en un gros groupe pour faire tomber un truc en particulier. On constate qu'en fait, il y a plein de petits groupes collectifs qui s'attaquent à différents aspects à différents niveaux et qui peu à peu vont commencer à permettre un petit peu d'ajouter plus d'inclusion, plus de différence, plus de pluriel, tout simplement, plus de personnes, plus de profils. Et ça déjà, c'est quand même super bien. C'est quand même super bien. Après, c'est sûr qu'au niveau gros mouvements sociaux, ça reste compliqué. Pour différentes raisons. Vous avez bien sûr la peur en manif. Il y a beaucoup de gens qui ont peur en manif parce que ils ont vu ce que font la police. Les violences policières, ça fait peur. Pour autant, si vous regardez un petit peu ce qui se passe, si vous vous renseignez un petit peu, notamment au niveau des anars, de ce qui se passe sur tout ce qui est au niveau de quoi faire avec les violences policières, vous commencez à avoir des guides qui sortent de quoi faire dans une manif face aux violences policières. Et ça, c'est super intéressant. Parce que justement, jusqu'à relativement récemment, mine de rien, dans beaucoup de milieux qui pouvaient notamment être amenés à faire des manifs, finalement, la violence policière était vue comme, comme un mur, comme un truc qui te tombe dans la gueule et tu peux rien faire. Aujourd'hui, de plus en plus, et en dehors des milieux anards, parce que dans les milieux anards, ça fait un moment quand même que ça se partage, ce genre de choses, mais même en dehors des milieux anards, ça commence maintenant à se transmettre et de dire non mais attendez, il y a des moyens de s'organiser, il y a des moyens de mettre en place tout simplement des manuels d'action, de construire collectivement des outils et des réactions sur quoi faire si notamment on se prend des violences policières en manif.
comment faire pour essayer non pas de juste subir la violence policière, mais comment s'organiser par rapport à ça. Et ça, c'est quand même super motivant. Encore une fois, c'est plein de petits groupes qui se font à plein d'endroits différents de la société, sur plein d'aspects différents et qui sont pas du tout concertés les uns avec les autres. Mais c'est ça qui est super motivant, justement. C'est ça qui est aussi incroyable. C'est de voir que les gens, quand même, sont capables de faire des choses incroyables, chacun de leur côté, par petits collectifs, de venir ajouter des petits trucs, quoi. Comme les astuces utilisées par les manifestants de Hong Kong. Typiquement, il y avait le coup des parapluies, je crois, à Hong Kong. Ils utilisaient des parapluies pour repousser les trucs lacrymaux. Il y avait un truc comme ça, je crois. J'ai un vague souvenir, mais il n'y a pas que ça. Là, récemment, il y a des manuels qui sont sortis par rapport au Canada, notamment, où ils vous expliquent comment réagir en manif si vous voyez qu'il y a des flics qui commencent notamment à balancer de lacrymo. Est-ce qu'il faut courir ou pas, par exemple? Et en grande partie, en général, il ne faut pas courir. Parce que si vous courez, justement, généralement, ça peut amener la situation à dégénérer beaucoup plus. Parce que c'est pas parce que les flics lancent des lacrymos qu'ils vont forcément faire une nasse, forcément commencer à tabasser. Et ça, c'est des choses qu'ils savent pas forcément. Quand vous voyez par exemple les JT, quand vous voyez pas mal de choses, vous vous dites merde, il y a les flics qui commencent à balancer des lacrymos, ils vont tabasser, ils vont foncer dans le tas. Et ben pas forcément. On se rend compte qu'en fait en manif, malheureusement les forces de l'ordre ont depuis quelques années considéré que c'était normal de balancer des gaz lacrymaux dans une manif. C'est la base, quoi. C'est la salutation de base du flic. Hein. Il y a des gens qui font coucou, eux, ils envoient des gaz lacrymaux. C'est concept. Mais du coup, ils vont pas forcément venir attaquer ou quoi. Or, justement, si la foule commence à partir en courant, à ce moment-là, ça peut déclencher un mouvement de foule un peu incontrôlé qui peut pousser les forces de l'ordre, par contre, à rentrer dans le tas pour faire des interpellations, pour aller tabasser, pour essayer de nasser et ainsi de suite. Et donc vraiment, vous avez ce genre de manuel qui commence à se mettre en place, qui vous explique en fait, selon la situation, selon les signes que vous voyez autour de vous, selon ce qui se dit autour de vous dans la manif, est-ce qu'il faut réagir de telle manière ou pas, si vous voyez quelqu'un en difficulté, quoi faire, et ainsi de suite. Et ça, c'est quand même super intéressant. Encore une fois, c'est super motivant. Et là, je vous parle d'un aspect particulier, puisque je vous parle des manifs et des violences policières en particulier. Mais vous avez ça sur plein d'autres points. Vous avez ça sur énormément d'autres points. Je vais prendre un autre truc qui n'a totalement rien à voir. Sur les milieux trans, par exemple, vous le savez, on a une société qui est quand même très, très transophobe. Et c'est peu de le dire. Et vous avez donc beaucoup de praticiens dans la santé ou quoi qui sont extrêmement dangereux, extrêmement violents. Qu'est-ce qui se passe? Et bien collectivement, dans les milieux trans, vous avez des gens qui se mettent d'accord. Vous avez des gens qui commencent à se faire des fichiers pour dire attention, ce praticien-là, il pue la merde. Ce praticien-là, il est transophobe. Ce praticien-là, il va refuser de vous suivre. Ou alors, il va vous tenir des propos extrêmement violents. Il va transmettre votre nom à d'autres organismes qui peuvent être extrêmement dangereux, extrêmement violents, et ainsi de suite. Et à contrario, la différence, c'est de dire ah, bah regardez, là-bas, cette praticienne-là, elle est super cool. Elle, au contraire, elle est vraiment trans-friendly et tout. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ainsi de suite. Et ça, c'est vachement bien. Oui, c'est mon milieu, c'est mon taf de faire ces listes et de les diffuser. Tu es une personne très bien. Bravo. Merci. C'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool parce que c'est le genre de trucs qui sont ultra utiles. Moi, je sais que dans mon coin, alors je n'ai pas la question trans, puisque moi, personnellement, je suis non-binaire. Et j'ai notamment essayé de commencer à en discuter avec mon médecin. Et comment dire, ma médecin est... je pense que dans le fichier, elle serait pas bien classée. On va dire ça comme ça. Et c'est vrai que dans mon coin, parce que du coup je suis dans le Var, je suis dans le fin fond du Var, perdu au milieu du trou du cul du monde. Il n'y a pas beaucoup de praticiens et je pense que vu que à peu près 60% de la population vote extrême droite, il doit pas y avoir beaucoup de praticiens qui sont LGBT friendly, ce genre de choses. Je sais pas du tout s'il y a des listes qui se font, parce que personnellement, n'étant pas trans, du coup, n'étant que non-binaire, au pire, je me dis, bon, bah, le médecin me dira il, et puis c'est tout, quoi. Et voilà. C'est juste, je vais faire... ok, je vais souffler à chaque fois que j'y vais, et puis the big, quoi. Parce que la dernière fois, j'y suis allé, elle m'a dit, non, mais vous avez un pénis, donc vous êtes un homme. Alors... Non. Non. Et là, je fais ah mon dieu, ça va être compliqué. Et tout le long de la consultation, c'était tout le temps il et tout. Et t'es là et tu fais ah, juste donne-moi mon traitement. Voilà, donne-moi mon traitement et laisse-moi partir, s'il te plaît. Allez, allez, j'ai juste besoin de mes cachets pour mon cœur. Tu me donnes mon traitement et je me tire. Sachant qu'en plus, faut savoir que moi, donc du coup, je suis marié avec ma femme, donc.
Et il s'avère que je veux me stériliser pour différentes raisons. Déjà, je veux pas d'enfant, ça c'est le premier point. Ma femme ne veut pas d'enfant non plus, donc déjà on est plutôt sur une bonne longueur d'onde. Et au niveau de elle, eh ben là, pour l'instant le stérilet, mais avant elle prenait la pilule et compagnie. C'est quand même super contraignant, c'est quand même super chiant la pilule. Même le stérilet c'est pas ouf. Donc sachant que moi en plus j'ai des problèmes de santé et j'ai une maladie génétique, le truc le plus logique à faire, il me semble que c'est la base, c'est de me stériliser, puisque de toute façon je ne veux pas d'enfant. Enfin, à un moment donné, on coupe et c'est fini quoi. Donc du coup, je suis allé voir mon médecin pour lui dire qu'est-ce que je fais pour me faire stériliser, qui je dois voir. Elle a été tellement horrible, mais elle a tellement été violente. En mode ah non, mais je suis pas vraiment d'accord, non, parce que vous êtes jeune quand même. Enfin, déjà, vous êtes un homme de 29 ans, et toi, t'es là et tu fais putain, il y a 5 minutes, je t'ai dit que j'étais non-binaire. Il y a 5 minutes, je t'ai dit que j'étais non-binaire. Déjà, ta première phrase, c'est de me dire non, vous êtes jeune, vous êtes un homme de 29 ans. Déjà, j'ai envie de te bolos, mais allez, on va être zen et on va continuer à parler. Il a fallu arriver sur le point validiste pour que du coup elle dise ah oui, non, c'est vrai. Il a fallu qu'on discute pendant 10 minutes et qu'au bout de 10 minutes, je lui dis non, mais après, vous savez quand même qu'avec ma maladie génétique, de toute façon, si je transmets ça à mon enfant potentiel, mon enfant va se retrouver avec une maladie qui a de grandes chances de le tuer avant 18 ans ou aux alentours de 18 ans avec une crise cardiaque. Il va avoir une vie de merde où il va pouvoir faire de l'effort physique. Il va pas être aidé par le système de santé qu'on a et qui va continuer apparemment à aller dans le mauvais sens. Enfin, dans tous les sens du terme, c'est de la merde en fait de filer ça à un enfant. Et vu que c'est une maladie génétique, je vais le filer à un enfant, donc c'est de la merde. Et là, elle a fait ouais, c'est vrai, ouais, il faudrait quand même pas avoir ça. Je sais plus la tournure de phrase qu'elle m'a sorti, mais elle m'a sorti une phrase validiste en mode en gros, c'est vrai qu'il faut des enfants en bonne santé. Un enfant qui a une maladie génétique, ben, c'est vrai que finalement c'est une aberration, il vaut mieux qu'il vive pas. Donc finalement, ouais, vous avez le droit d'être stérilisé. Et t'es là en mode, mais en fait, c'est pas. T'as pas à me donner le droit d'être stérilisé. En fait, comment te dire, madame, je viens pour avoir un renseignement, vous me donnez le renseignement, et c'est tout. C'est tout. Tu viens pas donner ton jugement de merde. Et le pire, c'est que cette médecin, qu'on soit d'accord, c'est une médecin qui est assez jeune. C'est-à-dire que moi, là, j'ai 29 ans depuis la semaine dernière. Depuis le 28 juin, j'ai 29 ans. Elle, en vrai, elle doit avoir 30 à 35 ans, pas plus. Donc on n'est même pas très loin en termes d'âge. Et elle se permet d'avoir des jugements comme ça, mais qui sont en mode les jugements moraux et tout. Et, enfin, tu juste, non, ferme ta gueule. Enfin, déjà, je te demande pas ton jugement, c'est le premier point. Mais surtout, enfin, t'as tellement rien qui va, à tellement de niveaux, quoi. C'est un enfer. Bonjour, bienvenue aux deux follow, du coup, à Chloupiné et à Torvald. Bienvenue à vous. Vous êtes désormais des petites fougères. On est en train de parler de choses horribles. Merci beaucoup, en tout cas, pour le follow. Vous êtes désormais des petites fougères qui s'agitent dans le vent, et ça c'est beau. Ça, c'est beau. J'espère que vous vous sentirez bien sur notre petite communauté de fougères. On est en pleine lecture de sciences sociales. D'ailleurs, la VOD, du coup, va être très longue. Il va falloir que je l'arrête sur cette petit passage de vie. Mais voilà, bref, les médecins, c'est un enfer. Et du coup, pour répondre à la question, oui, grave. Je suis très curieux de voir s'il y a des praticiens plus adaptés. De toute façon, ma femme elle m'a dit, on prend plus rendez-vous avec elle, même si c'est mon médecin traitant. Elle m'a dit, non, on change de médecin traitant. On prend n'importe qui d'autre dans le cabinet, mais c'est pas possible en fait. Déjà, le fait de pas respecter ma non-binarité, enfin voilà, c'est pas possible, ça déjà non. Et en plus de ça, le côté validiste dégueulasse, non, enfin non. Enfin 15 minutes, 15 putains de minutes pour finir sur ah oui, c'est vrai que vous avez une maladie génétique, il faudrait pas la transmettre. Donc vous avez le droit d'être stérilisé. Déjà rien que ça, non, enfin tellement rien qui va. Rien qui va. Les médecins, on aime ça beaucoup. Évidemment, évidemment. Donc voilà, tout ça pour revenir sur le sujet de base par rapport au texte. Quand même, c'est super intéressant de voir qu'il y a énormément de gens qui s'organisent en collectif, qui font pas mal de choses pour justement pouvoir passer au-delà du système ultra-oppressif à tellement de niveaux qui sont les nôtres, malheureusement. Conseil de regarder la carte France genre, il faut s'inscrire. Ben, je vais mettre ça dans un onglet déjà. Je vais mettre ça dans un onglet. Hop. Je pense que ça doit être ça. Ça y ressemble. Association nationale d'information et d'entraide principalement autour des aspects médicaux, juridiques, administratifs, des transitions et des défenses des droits des personnes trans. Ok.
Bah, je vais garder ça ouvert, je regarderai après le live du coup, parce que généralement je fais des lives de à peu près 7 heures, donc je regarderai ça en gros, en fin d'après-midi vers 16-17 heures quand j'arrêterai. Quoiqu'après on est sur un live lecture, donc en vrai, possiblement, peut-être que je ferai un live lecture un peu plus court que d'habitude, parce que c'est vrai que ça consomme beaucoup d'énergie. Ça bouffe énormément les live lectures, même si là je parle énormément, finalement plus que je ne lis. Toujours est-il que j'ai raté quelqu'un. Coucou Mando, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton message là un instant dans le chat, j'ai raté lors de la relecture, pardon. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien ce matin. Sur ce, on va couper la VOD là-dessus. Donc petite fouleur de YouTube, session de lecture assez courte finalement. On a fait 2 pages. Voilà, en 1 heure on a fait 2 pages, c'est bien. C'est du progrès. Sur 630 pages, ça va. Toujours est-il que j'espère que tu as trouvé quand même la VOD plutôt intéressante et à très bientôt pour la suite de la lecture de sciences sociales.